Je suis très heureux et honoré d'exposer dans l'église Saint-Saturnin sur le thème Jour de lumière. La lumière, c'est évidemment ce qui fait vibrer le photographe, faire chanter la lumière, c'est la mission du photographe. Mais la lumière peut avoir bien des aspects. L'aspect le plus profond, c'est la lumière spirituelle des sages, des saints, des êtres de grande maturité spirituelle, ceux qui ont découvert la lumière intérieure de la liberté, de la sérénité, de l'altruisme et de la compassion inconditionnelle et qui n'ont d'autre souhait en tête que le bien de l'ensemble des êtres sensibles. Donc cette lumière intérieure, elle peut transparaître sur des portraits de maîtres spirituels, dont le visage ne répond pas nécessairement au canon de la beauté grecque ou hollywoodienne, mais dont le visage émane au travers souvent de leur regard, qui est la fenêtre de leur réalisation intérieure, de leur sourire, de l'ensemble de leur posture physique, cette lumière intérieure de la connaissance, de la compassion et de la bienveillance. Et donc j'ai eu une immense chance, grande fortune, pendant plus de 55 ans de vie dans l'Himalaya, au Tibet, au Népal, au Bhoutan, en Inde, de côtoyer des êtres exceptionnels, exceptionnels non pas par leur performance académique, sportive ou autre, mais exceptionnels par leur qualité d'être, par le fait qu'ils étaient une présence éveillée qui vous montrait un chemin de transformation pour devenir un meilleur être humain et de ce fait mieux se mettre au service de la société. Donc s'épanouir soi-même, se transformer soi-même pour mieux transformer le monde, pour mieux servir les autres. Et bien sûr, quelqu'un qui est d'une parfaite cohérence, homme ou femme, qui est l'exemple vivant de ce qu'il enseigne dans le cas d'un guide spirituel, le messager devient le message. Et il ne s'agit pas ici de faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Donc il y a une cohérence parfaite. Et ainsi, une telle personne, qui peut être un humble ermite dans la montagne ou un abbé d'un monastère, un enseignant laïque, mais qui a à la fois les connaissances et la réalisation intérieure, finalement vous montre par un exemple vivant ce qui est au bout du chemin spirituel, et donc vous inspire beaucoup plus que des grands discours théoriques ou que des écrits qui peuvent parfois être lettres mortes par rapport à l'exemple vivant de ce que peut être la perfection humaine. Et puis il y a la lumière de tout à chacun, la lumière du sourire d'un enfant, la lumière du regard d'un vieillard édenté, plein de sérénité et de joie, comme j'en ai souvent photographié dans l'Himalaya, qui vous redonne confiance dans la nature humaine. Bien souvent, nous avons tendance à tomber dans le syndrome du mauvais monde, l'influx de mauvaises nouvelles, ce qui fait l'actualité, nous fait douter de la nature humaine, nous fait douter du monde. Le monde est mauvais, l'être humain est foncièrement mauvais. Mais en fait, ces nouvelles sont bien souvent des catastrophes, des massacres, des oppressions, des discriminations, nous attirent notre attention précisément parce que ce sont des déviances. Si c'était la norme, nous ne ferions même pas attention. Quelqu'un commettrait un meurtre, on dirait c'est normal, pourquoi en parler, c'est la nature humaine. Et donc ça montre bien que le mode par défaut, c'est ce qu'on pourrait appeler la banalité du bien, à savoir que la plupart du temps, la plupart des êtres humains se comportent de manière décente les uns envers les autres. Simplement, ça fait moins de bruit que la déviance, que l'exception, qui attire notre attention, qui est une menace potentielle, et de ce fait, l'évolution nous a équipés pour faire face, pour être alertés lorsqu'il y a une telle menace aux environs. Quand tout va bien, nous relaxons et nous pouvons nous détendre sans que notre attention soit tout le temps aux aguets pour voir s'il y a un danger potentiel. Donc c'est vrai que
par nature, les médias ont tendance à toujours faire état d'une terrible tragédie à tel ou tel endroit du monde. Il s'en passe toujours une quelque part et on oublie trop souvent de quoi est fait l'existence. Et voilà, de la même façon que quand on sort d'un train ou d'une salle ou de réunion, on ne se dit pas c'est formidable, les gens ne se sentent pas tapés sur la figure. Ça serait si effectivement il y avait une risque que on en parlerait pendant 15 jours. Donc montrer cette potentiel de bienveillance, d'altruisme que nous avons tous en nous, un potentiel qui, comme tous les potentiels, demande à être cultivé. Nous ne sommes pas nés en sachant lire et écrire, en sachant jouer aux échecs, au rugby, au badminton ou à tout autre, ni à jouer du piano. Nous avons appris, nous sommes entraînés, nous avons cultivé ces qualités. Et il serait bien surprenant qu'il y en soit différent des qualités humaines fondamentales que sont l'amour, la bienveillance, la résilience, la fortitude, la liberté intérieure, la sérénité intérieure. Ce sont autant de capacités dont nous avons, à différents degrés d'ailleurs, d'une personne à l'autre, un potentiel qui reste dormant ou latent tant qu'on ne le met pas en œuvre. Et puis il y a aussi la lumière de l'altruisme, d'avoir été le témoin d'actes de bienveillance, de solidarité, de fraternité, de sororité, et donc essayer de le montrer aussi au travers des images. Et enfin, la lumière du monde sauvage, la part sauvage du monde, cette extraordinaire nature dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous faisons partie intégrante. Certains disent l'homme s'est extrait de la nature. Comment peut-on s'extraire de ce à quoi on appartient ? Comment pourrais-je m'extraire de mon propre corps ? L'interdépendance est fait qui caractérise la biodiversité. Nous sommes tous intimement reliés. Et donc, la beauté, la grandeur, l'aspect sublime de cette part sauvage du monde mène à l'émerveillement. Et l'émerveillement est un sentiment qui est plus grand que nous-mêmes, qui rapetisse le sentiment exacerbé de l'importance de soi, d'autocentrisme, d'individualisme, de narcissisme. C'est plus grand que nous. Les études en psychologie expérimentale ont d'ailleurs montré que les personnes qui ressentent de l'émerveillement devant un acte héroïque, devant un geste de bonté, devant l'émerveillement devant la nature, ont tendance, pendant qu'ils sont sous l'influence de cet émerveillement, à être plus altruistes, ce qui est une excellente chose. L'émerveillement nous fait prendre conscience de cette interdépendance de toute chose, de la beauté de la nature telle qu'elle est dans son état immaculé. Mais aussi, l'émerveillement devant la part sauvage du monde mène au respect. Lorsque vous êtes émerveillé par une personne ou par un paysage, votre pensée immédiate ne va pas être de le saccager, de le détruire. Au contraire, de le respecter ce qui vous émerveille. Et si on respecte quelque chose, eh bien, on a envie d'en prendre soin. Et si l'on a envie d'en prendre soin, cela mène à l'action. Et donc, au travers de la photographie aussi, l'émerveillement devant la nature est une manière, disons, constructive et inspirante de tous autant que nous sommes, nous inspirer à faire davantage pour la protection de l'environnement. Nous traversons beaucoup de crises au XXIe siècle, mais de loin, la plus préoccupante est celle de l'environnement, c'est celle du réchauffement climatique. Bien sûr, ce sont souvent des scénarios extrêmement tragiques qui font que l'on se sent parfois impuissant. On sait que si la Terre se réchauffait de 4 degrés à la fin du siècle, probablement la population mondiale tomberait à 1 milliard. Donc il n'y aurait plus de problème de surpopulation. Et on pourrait dire, oui, l'espèce humaine survivra, elle s'adaptera, mais au prix de combien de souffrances? Imaginez les souffrances qui vont arriver si la population réduit ne serait-ce que de moitié. Des souffrances qui viendront de la famine, de l'immigration forcée, des conflits. Et tout ce que nous avons vu maintenant avec la pandémie, ce n'est rien aussi par les différents types de maladies qui seront accentuées par le réchauffement climatique. La malaria, le paludisme par exemple, le cycle du parasite du paludisme est de quelque chose comme 25 jours, je crois, peut-être je fais une erreur, mais il est sensible à la température. C'est-à-dire, si la température augmentait de 2 degrés, ce qui semble tout à fait probable, ce cycle se réduirait à
à moins de 20 jours, environ 15 jours, donc beaucoup plus grand nombre de malades. Il y a ainsi un très grand nombre de maladies qui sont sensibles à la température. Ce n'est qu'une chose pour montrer à quel point il est crucial d'essayer de protéger l'environnement. Prenons un autre exemple, celui de cette pandémie du Covid dont tout le monde parle, bien sûr. Eh bien, si l'on regarde toutes les épidémies virales depuis une vingtaine d'années, que ce soit le sida, l'Ebola, le SRAS, la grippe aviaire, la grippe porcine, aujourd'hui le Covid-19, on voit que toutes, sans exception, sont venues d'une relation malsaine à l'égard des autres espèces, les 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde. Le sida est venu des d'Afrique, l'Ebola également. D'autres sont venus, comme la grippe aviaire et porcine, de cette aberration qui est l'élevage industriel, où vous pouvez avoir jusqu'à 100 000 poulets dans un hangar tenu par une dizaine de personnes, où ce sont des animaux qui ne voient même pas le jour du ciel. Et donc forcément, une sorte de bouillon de culture pour toutes sortes d'épidémies. Celle du Covid également, probablement l'origine de chauves-souris, de pangolins, quoi qu'il en soit. C'est aussi soit allant vers ou intervenant à mauvais escient dans des biotopes naturels, dans les habitats naturels d'espèces sauvages, soit par cette délirante approche de l'élevage industriel. Donc voilà, tout ça pour dire que la bienveillance, la lumière, le respect, l'émerveillement doivent nous amener à une conduite plus constructive vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres espèces, vis-à-vis de l'environnement. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire au travers de la photographie et de cette exposition. Je sais que j'ai nombre d'amis parmi les grands reporters, photographes de guerre, qui souvent ont été profondément marqués, blessés, traumatisés par les spectacles d'immenses souffrances dont ils ont été témoins. Ce sont des témoins importants pour éveiller nos consciences sur la famine, sur l'oppression, mais aussi il ne faut pas perdre confiance dans l'avenir de l'espèce humaine, dans la qualité de bienveillance que nous pouvons manifester. Et donc à ma très modeste échelle, c'est ce que j'ai essayé de partager au travers de mes photographies. Je sais que c'est un parti pris, mais je l'assume car trop souvent, on a tendance à montrer ce qui va mal, la souffrance, les tragédies. Et autant aussi nécessaire que cela soit-il, ce n'est qu'une partie du tableau, ce n'est qu'une partie de ce qui fait notre vie, ce n'est qu'une partie possible de la nature humaine, mais peut-être n'est-ce pas là l'aspect fondamental de la nature humaine. Donc pour ce qui est de la photographie, je photographie depuis tout jeune, depuis l'âge de 12 ans. J'ai toujours eu un grand, élan pour partager des images, pour être émerveillé par ce que je voyais, des reflets dans une flaque d'eau, des paysages, des portraits, dans un regard. Et donc j'ai continué tout au long de mon existence, et notamment lorsque je suis parti m'établir dans l'Himalaya, où je vis depuis si longtemps. Donc j'ai principalement photographié l'Himalaya, c'est-à-dire le Népal, le Tibet, le Bhoutan, le versant indien de l'Himalaya. J'ai fait une vingtaine de voyages au Tibet, j'ai vécu 10 ans au Bhoutan, j'ai vécu plus de 20 ans au Népal, vécu au jour le jour, partageant la vie des populations, étant le témoin de spectacles grandioses de l'Himalaya, des hauts plateaux du Tibet, des vallées immaculées du Bhoutan. Et puis j'ai aussi parcouru le monde, l'émerveillement dans la part sauvage du monde, en Islande, en Patagonie, les rivières gelées de Yukon, moins souvent, mais néanmoins des images qui m'ont beaucoup marqué et que je suis heureux de partager. Voilà en quelque sorte ce parcours de photographe qui m'a accompagné tout au long de mon existence. Pendant longtemps, je photographiais de manière très minimaliste, ayant très peu de moyens. Et la pellicule coûtant cher, à l'époque, il fallait envoyer les Kodachrome à Bombay, on les recevait 2 mois plus tard dans un petit paquet jaune. C'était un mouvement de grande excitation. Bien sûr, aujourd'hui, avec la photographie digitale, c'est plus facile, on peut expérimenter, on peut progresser davantage.
c'est très créatif, on peut faire des essais, si ça rate, c'est pas grave, on ne cache pas de la pellicule. Et donc, ça permet, en tout cas en ce qui me concerne, ça m'a beaucoup permis d'explorer plus avant des manières de photographier, voilà, de pouvoir mieux faire chanter la lumière, les couleurs, ce que m'offrait la nature, ce que m'offraient les êtres humains. Et donc voilà, je suis toujours heureux de partager ces images à ceux qui voudront bien poser leur regard sur elles. Et c'est une grande joie donc de pouvoir exposer à Saint-Saturnin. Et je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur et prenez soin de vous et prenez soin des autres.